Le masque est un objet universel, mais son utilisation est diverse selon les cultures. Il sert à dissimuler, représenter ou imiter un visage. Ce qui apparaît commun est que le masque cache le visage de la personne qui le porte, tout en révélant un autre visage lui permettant de jouer un rôle. Une autre formule serait de dire « jouir d'un autre rôle ». Le titre de ce colloque peut alors s'entendre sous deux facettes qui ne s'excluent pas. Les masques que la haine revêt pour se la dissimuler à soi-même ou à l'autre, et les masques de la haine que porte l'être pour dissimuler autre chose. Là où la question du masque de la haine ou de la haine masquée est très présente est le champ de la névrose obsessionnelle, comme ça a été évoqué. Elle est présente de manière tout à fait prégnante dans l'ensemble du tableau clinique de cette névrose. Les patients et les psychanalysants témoignent quotidiennement de ce que la haine est là, masquée par les formations réactionnelles ou démasquée comme étendard de la pulsion de mort. Le lien entre la haine et la pulsion de mort est étroit. C'est dans Au-delà du principe de plaisir, 1920, avec la compulsion de répétition, que Freud met en tension les pulsions de vie qui vont dans le sens de la liaison et les pulsions de mort qui, elles, vont dans le sens de la déliaison pulsionnelle, comme ça a été évoqué par Jean-Baptiste Lelouis. Cette passion humaine qui vise à détruire appartient donc au champ de la pulsion de mort, qui œuvre sans bruit, mais peut justement s'appréhender par les voies bruyantes de la haine, la destruction ou encore l'agressivité. Les pulsions de destruction ou d'agressivité sont liées à la pulsion de vie en se tournant vers l'extérieur. Voici ce que Freud écrit concernant la haine. La haine, en tant que relation à l'objet, est plus ancienne que l'amour. Elle provient du refus primordial que le moi narcissique oppose au monde extérieur, prodiguant les excitations. En tant que manifestation de la réaction de déplaisir suscitée par des objets, elle demeure toujours en relation intime avec les pulsions de conservation du moi. Le moi est donc au centre de cette question de la haine. Elle permet d'ailleurs chez le nourrisson de faire cette distinction entre le moi et le non-moi. Ce dont il s'agit avec le moi, c'est d'une identification. Lacan donne pour cette dernière la définition suivante. C'est la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. Avec le stade du miroir, ce que Lacan met en exergue est le fait que l'être s'identifie dans une forme. Il y a une dimension de l'idéal, car la forme à laquelle il s'identifie pour fonder son moi est une image unifiée, une image totale qui anticipe une identification car l'infant se vit comme morcelé. Cela signe la dimension aliénante de l'identification dans le même temps que son saut de faire tenir l'être. Il y a donc d'emblée un écart entre le vécu de morcellement de l'enfance et cette forme unifiée qu'il voit dans le miroir et à laquelle il s'identifie. Cette opération d'identification, cette constitution de la fonction du jeu, passe par le désir de l'autre, l'adulte qui le nomme. À cette période, le petit homme est dans un état de dépendance absolue vis-à-vis de la personne qui prend soin de lui. L'enfance vit le morcellement, la déliaison, le champ de la pulsion de mort au quotidien. La jubilation lors du stade du miroir est un éprouvé en lien avec ce que l'enfance voit dans ce miroir et qui préfigure quelque chose qu'il ne vit pas encore. Lacan écrit, donc je le cite, « Ce moment où s'achève le stade du miroir inaugure par l'identification à l'imago du semblable et le drame de la jalousie primordiale, la dialectique qui dès lors lie le jeu à des situations socialement élaborées. Dans le même temps que l'être s'identifie au champ humain, au champ de son semblable, la tension agressive émerge dans la relation à l'autre. Mais cette tension agressive ne pourrait-elle pas s'entendre déjà dans l'écart entre cette identification à l'image du miroir, idéal d'unification, et le vécu de l'être? La jubilation occupe le devant de la scène, mais la frustration n'est certainement pas loin. Chaque identification ultérieure sera teintée d'agressivité dans sa dimension aliénante. Mais à la base de la constitution du moi, ce hiatus entre le vécu de l'enfance et ce moi idéal préfigure une tension haineuse.
Il y a là cette naissance du paradoxe entre la détresse et la maîtrise, nourrie d'une image unifiée de l'être qui n'est pas tout à fait, mais dans laquelle il se précipite comme image totale. S'il y a une période où la déliaison et donc la pulsion de mort domine, il me semble que cela s'appréhende avec cette période que Freud nomme Hilflosigkeit, cette période de désert, comme ça a été traduit parfois, de détresse primordiale. Le paradoxe avec le moi est précisément cette dépendance excessive dans la lignée de cette première expérience, donc l'Hilflosigkeit, et dans le même temps la tentative de maîtrise. Le stade du miroir est un prototype très éclairant de ce paradoxe moïque. Freud met l'accent sur le fait que le surmoi est l'héritier de l'Oedipe. Pour ne pas perdre l'amour de l'objet, l'enfant va réprimer ses notions agressives. Le dépassement de la phase oedipienne permet l'apaisement de la tendance à l'agression, car elle est reprise par le surmoi et la conscience morale. Pour ne pas perdre l'amour, il y a donc répression des satisfactions pulsionnelles et sentiment de culpabilité. Je cite Freud, « L'agression est introjectée, intériorisée, mais à vrai dire renvoyée là d'où elle est venue, donc retournée sur le moi propre. Le fait que soit restreinte cette agression vers l'extérieur ne pourrait qu'intensifier l'autodestruction qui, de toute manière, est toujours à l'œuvre. » C'est précisément ce que Marc met en évidence lorsqu'il dit de lui-même qu'il a toujours été gentil. L'agression s'est retournée contre lui-même, venant opérer une dynamique de destruction sur différentes sphères de sa vie personnelle et professionnelle. La résistance du surmoi reprend cette agression à son compte et l'exerce sur le moi. Le surmoi a une position particulière vis-à-vis du moi. Il est le mémorial de la faiblesse et de la dépendance qui était jadis celle du moi, et il continue de dominer sur le moi mûr, nous dit Freud. Il me semble que nous retrouvons ici cette balance de l'Hilflosigkeit, cette dépendance, cette faiblesse du moi, qui rompt avec cette tentative de puissance exercée dans cette dynamique destructrice dont parle Marc. La résistance du surmoi, qui dépasse les frontières du surmoi protecteur et régulateur, est à entendre dans cette reprise à son compte de la pulsion de mort, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Il ne s'agit plus, avec cette résistance, de réguler le moi, mais davantage de l'attaquer. Il me semble que le surmoi, devenu féroce avec le moi, donc cette résistance du surmoi, est peut-être à entendre dans cette ligne d'écart entre ce moi unifié et ce vécu de morcellement. L'écart entre cet idéal du moi et le moi. Le surmoi donc ne joue plus son rôle de régulateur d'émotions agressives liées à l'Oedipe, mais reprendrait à son compte la charge de la pulsion de mort. La résistance du surmoi venant donc maltraiter le moi. Marc dira que de ne pas faire ce qu'il a à faire lui permet de ne pas se confronter au fait de rater, mais laisse le champ au fantasme d'un tout possible. Peut-être que ne pas faire expose le moi à la férocité de la résistance du surmoi, mais dans le même temps, le moi ne se frotte pas au manque. Il y a toujours un au-delà, un idéal, comme le formule Marc. La psychanalyse protège l'être de la pulsion de mort dans sa visée destructrice, car elle est liée par la parole, donc par le travail d'Eros. Voici l'un des bénéfices premiers de la psychanalyse. Bien entendu, si l'être joue le jeu de parler librement ses pensées, ce qui n'est pas une mince affaire sous le joug de la haine, qui entrave et fait résistance au respect de la règle fondamentale. S'approcher de sa haine au sein d'un parcours psychanalytique pour ne pas s'en délecter et la distiller dans les relations humaines, où humer ce parfum deviendrait un mode de jouissance tout à fait mortifère. Marc nous enseigne cela, à savoir toute la difficulté de lâcher sur les coordonnées de la jouissance imaginaire. Seule cette voie de la castration symbolique, en dénouant les résistances et par le passage des fantasmes fondamentaux comme coordonnées de cette jouissance imaginaire, peut permettre de jouir de sa vie autrement. Seul le psychanalysant, par ses associations libres,
peut accéder à ces coordonnées subjectives de la langue. L'ouvrage de la pulsion de mort, présente jusqu'à la fin de la vie, tout comme Eros, et qui participe à la vie comme Eros d'ailleurs, est un argument puissant en faveur de la psychanalyse sans fin pour le psychanalyste en exercice. La pulsion de mort, même après la traversée d'une psychanalyse, ne cesse pas d'œuvrer, même pour un être devenu sujet.